Ma belle-fille a ri de mon manteau, avant de savoir qu'il avait acheté pour elle. Je me souviens encore du froid de ce matin-là. Un vent piquant qui traversait la laine, les doigts gourds malgré mes gants. J'avais sorti mon vieux manteau gris, celui que je portais depuis des années, un peu usé au poignet, mais toujours chaud et propre. J'allais chez mon fils pour l'anniversaire de ma petite fille, Léa, 8 ans déjà. Je me sentais heureuse, un peu nerveuse aussi. Depuis quelque temps, j'avais remarqué que Claire, ma belle-fille, me parlait moins. Moins de sourires, moins d'appels. Toujours polie, mais distante. Ce genre de distance glaciale qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ressent jusque dans les os. Je portais aussi un petit sac en papier, soigneusement fermé. À l'intérieur, un cadeau pour Léa. Une écharpe en cachemire rose poudré. Je l'avais choisie avec soin, économisant sur mes courses pour lui offrir quelque chose de doux, de vrai. Une caresse de laine pour son cou fragile. Quand j'ai sonné à la porte, c'est Claire qui a ouvert. Elle portait un pull beige, un sourire figé. Son regard s'est attardé sur mon manteau. Je l'ai remarqué immédiatement. Ce léger froncement de nez, ce demi-sourire qui n'en est pas vraiment un. « Bonjour, maman », a-t-elle dit d'un ton trop neutre. « Entre donc ». Je suis entrée, maladroite, serrant mon sac. La maison sentait la vanille et le café. Dans le salon, tout était parfait. Ballon rose, gâteau fait maison, assiette assortie. Les parents d'amis, quelques voisins, et moi, la grand-mère en manteau démodé. J'ai salué tout le monde, puis j'ai accroché mon manteau à la patère. C'est à ce moment-là que je les ai entendus. Pas fort, mais assez pour que ça pique. « Regarde le manteau de ta mère », a murmuré Claire à mon fils en riant. On dirait qu'il sort d'un grenier. Mon fils n'a rien répondu. Ou plutôt, il a eu ce petit rire gêné qu'il fait toujours quand il ne veut pas se fâcher. J'ai fait semblant de ne rien entendre. Mais mon cœur s'est serré. Ce manteau, je l'avais acheté l'année où mon mari est mort. C'était un cadeau qu'il m'avait laissé, en quelque sorte. C'est lui qui avait insisté pour que je prenne le bon, celui qui tiendra longtemps. Et il avait tenu. 10 ans déjà. Je me suis assise en silence près du buffet, un peu à l'écart, observant Léa rire avec ses amis. Elle avait mis une robe à fleurs et un serre-tête doré. Je l'ai trouvée magnifique. J'essayais de me concentrer sur elle, sur sa joie, mais les paroles de Claire résonnaient encore dans ma tête. À un moment, Léa s'est approchée de moi en courant. « Mamie, tu viens voir mon gâteau ?» J'ai souri. « Bien sûr, ma chérie. » Je me suis levée, mais en passant près de Claire, j'ai remarqué qu'elle parlait avec une amie à voix basse. Et cette amie a jeté un regard furtif dans ma direction, avant de ricaner. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti mes joues chauffer. Une honte sourde, mêlée à une colère tranquille. J'avais toujours fait des efforts pour m'intégrer, pour ne pas déranger. J'apportais des plats faits maison, je restais discrète. Et malgré tout, je restais la vieille femme au manteau gris. Le repas s'est passé sans incident apparent, mais tout sonnait faux. Claire riait un peu trop fort, mon fils semblait ailleurs, et moi, je me sentais invisible. Quand est venu le moment d'ouvrir les cadeaux, Léa a sauté de joie. « Celui-là, c'est de mamie !» a-t-elle crié. Elle a déchiré le papier, ses yeux se sont illuminés. « Oh, c'est doux! Merci, mamie. » J'ai souri, soulagée. C'était un petit moment de chaleur au milieu du froid. Mais Claire, en voyant l'étiquette, a froncé les sourcils. « Une écharpe en cachemire ? Maman, tu te donnes du mal, » dit-elle d'un ton moqueur. « Tu n'avais pas besoin de dépenser autant. Je n'ai rien répondu. Si seulement elle savait. Si elle savait que cette écharpe, je ne l'avais pas achetée. Je l'avais trouvée dans une boîte laissée par mon mari, dans le grenier. Une écharpe qu'il avait achetée jadis pour une femme élégante, comme il disait.
Je l'avais gardé pour une occasion spéciale. La fête s'est terminée dans un flou d'au revoir et de sourires forcés. Quand je suis partie, il faisait déjà nuit. J'ai remis mon manteau, celui qu'on avait ridiculisé quelques heures plus tôt, et j'ai senti une larme me brûler la joue. En rentrant chez moi, j'ai ouvert la boîte à souvenirs. Dedans, des lettres jaunies, une photo de mariage et une enveloppe que je n'avais jamais ouverte. L'écriture était celle de mon mari, tremblante mais nette. Pour Claire, le jour où tu en auras besoin. Je me suis figée. Une lettre pour elle? Pourquoi? Je ne savais même pas qu'il la connaissait avant notre mariage. J'ai tourné l'enveloppe entre mes doigts. Mon cœur battait fort. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir. Et quand j'ai lu les premiers mots, mes mains ont commencé à trembler. Ma chère Claire. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là. La lettre de mon mari, posée sur la table de la cuisine, semblait me regarder. Le papier tremblait légèrement à cause du courant d'air venant de la fenêtre mal fermée, ou peut-être à cause de mes propres mains. Ma chère Claire. Ces mots m'obsédaient. J'ai relu plusieurs fois le début, lentement, comme on relit un secret qu'on ne devrait pas connaître. Il écrivait avec une douceur que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Il parlait d'un jour où il avait rencontré une jeune femme dans sa boutique. Une petite brune timide, aux yeux tristes, qui cherchait un manteau pour sa mère malade. Claire, ma belle-fille, avant même qu'elle ne devienne ma belle-fille. Mon mari, Jacques, tenait une boutique de vêtements. À l'époque, une petite enseigne du centre-ville. Il adorait conseiller les clientes, leur parler de tissus, de doublures, de couleurs. Et cette jeune femme, il l'avait aidée un jour, sans savoir qu'elle deviendrait plus tard la femme de notre fils. Je continuais à lire. Il racontait qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter le manteau que sa mère voulait. Alors, il avait fait quelque chose qu'il faisait rarement. Il lui avait offert la pièce, discrètement. Et cette pièce, c'était le manteau que j'avais sur le dos la veille, le mien. Le manteau dont elle s'était moquée. J'ai posé la lettre, abasourdie. C'était donc celui-là. Celui que mon mari m'avait offert en rentrant un soir d'hiver, sans me dire d'où il venait. Il m'avait simplement dit « Il te tiendra chaud, et un jour tu comprendras pourquoi je l'ai choisi. » Cette phrase m'avait paru étrange, jadis. Maintenant, elle prenait tout son sens. Je me suis laissée tomber sur la chaise, les larmes me montant aux yeux. Claire? Elle ne savait rien. Et moi, j'étais là, à encaisser ses moqueries, pendant qu'elle riait d'un manteau qui symbolisait, sans qu'elle le sache, un geste de bonté que mon mari avait eu pour elle, bien avant qu'elle ne fasse partie de notre famille. Le lendemain, j'ai pris la décision d'aller la voir. Pas pour me venger, pas encore, mais pour comprendre. Quand je suis arrivée, elle n'était pas seule. Elle préparait le déjeuner, visiblement pressée. Son ton était sec quand elle m'a vue à la porte. « Ah, maman, vous n'aviez pas prévenu. »« Non. » ai-je dit doucement. « Je voulais juste te parler. » Elle a levé les yeux au ciel, puis a continué à couper ses légumes. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Vous savez, avec Léa, l'école, le travail. Je suis restée debout, mes doigts serrant mon sac. « Ce ne sera pas long, » ai-je murmuré. « C'est à propos de mon manteau. » Elle a esquissé un sourire ironique. « Oh, le fameux manteau gris? Vous savez, je plaisantais l'autre jour. » « Non, tu ne plaisantais pas, Claire. Tu te moquais. » Elle s'est figée. « Pourquoi tant d'importance pour un vieux vêtement? » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Parce qu'il t'appartenait, autrefois. » Son couteau s'est arrêté net. « Quoi? » J'ai sorti la lettre, pliée soigneusement. « Avant que tu ne connaisses mon fils, tu es allé dans la boutique de Jacques, mon mari. Tu cherchais un manteau pour ta mère. Il t'a offert celui-là. »
Elle a reculé d'un pas, interdite. « C'est impossible. » Il t'avait reconnu, plus tard, quand tu es entré dans notre vie. Mais il n'a jamais rien dit. Il trouvait que le monde est petit et que le hasard, parfois, tisse des liens qu'on ne comprend pas tout de suite. Je lui ai tendu la lettre. Elle a hésité, puis l'a prise d'une main tremblante. Je l'ai regardée lire, les lèvres tremblantes. Son visage a changé au fil des lignes. D'abord la surprise, puis la gêne, enfin la honte. Quand elle a levé les yeux vers moi, ses joues fasses étaient rouges. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Non, tu ne savais pas. Et c'est pour ça que je suis venue. Pas pour te blesser, mais pour te rappeler que la dignité ne dépend pas des apparences. Un long silence a suivi. On entendait seulement le tic-tac de l'horloge et la casserole qui bouillait doucement. Puis elle a murmuré « Je suis désolée ». Je n'ai rien répondu. Je ne voulais pas la consoler trop vite. Elle devait comprendre. Après quelques secondes, elle s'est tournée, les yeux humides. « Vous savez, j'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur dans cette famille. Vous êtes si droite, si digne. Parfois, ça me rendait nerveuse. Je n'ai pas su quoi dire. Peut-être que moi aussi, je l'avais jugé, sans le vouloir. Mais le mal était fait. Et je sentais, malgré ses excuses, que quelque chose de plus profond s'était brisé. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi plus fatiguée que jamais. La lettre était restée chez elle. Et moi, j'avais laissé derrière moi non seulement un morceau de tissu, mais une part de mon passé. Les jours suivants, plus de nouvelles, ni messages, ni appels. Mon fils, lui, m'envoya un simple texto. « Maman, Claire m'a tout raconté. On en parlera plus tard. » Mais plus tard n'est jamais venu. Les semaines ont passé, puis les mois. Un matin, j'ai reçu une enveloppe beige. À l'intérieur, une invitation. Soirée de bienfaisance. Fondation Léa. Présidence d'honneur. Claire M. J'ai failli la jeter. Puis quelque chose en moi m'a arrêtée. Et c'est là que tout a recommencé. Je n'avais pas remis les pieds chez eux depuis des mois. L'invitation à cette soirée de bienfaisance m'avait surprise, presque troublée. Claire, présidente d'honneur d'une fondation ? C'était écrit en lettres dorées sur un carton épais, le genre de papier qui sent la réussite et les bonnes manières. J'ai hésité, longtemps, mais quelque chose dans mon cœur me poussait à y aller. Peut-être un reste de curiosité, peut-être le besoin de clore cette histoire, ou simplement l'espoir qu'il restait un peu de nous, malgré tout. La soirée avait lieu à l'hôtel de ville. Les grandes portes vitrées, les lustres étincelants, les serveurs en gants blancs. Tout semblait trop brillant pour moi. J'avais ressorti une robe noire simple, et par réflexe, j'avais remis mon manteau gris. Oui, celui-là. Je me disais, s'il doit y avoir une fin à cette histoire, qu'elle se fasse avec lui. Quand je suis entrée, les regards se sont tournés vers moi. Pas par admiration, non, par curiosité. Une vieille dame seule, sans bijoux, au milieu des éclats de champagne et des parfums coûteux. J'ai aperçu mon fils au fond de la salle, discutant avec un groupe d'hommes en costume. Il m'a vue, a souri timidement, puis m'a fait signe d'attendre. À ses côtés, Claire, élégante, une robe bordeaux fluide, un collier discret. Elle paraissait calme, rayonnante même. Je me suis installée sur une chaise près du buffet, observant la scène. Les discours ont commencé. Un adjoint au maire a parlé longuement de la générosité des familles locales. Puis Claire est montée sur scène. Sa voix tremblait légèrement au début. « Bonsoir à tous. Cette fondation est née d'une histoire personnelle. » Les invités ont écouté, souri, applaudi poliment. Moi, je sentais quelque chose d'étrange dans son ton.
Il y a des années, a-t-elle poursuivi. Une femme a fait un geste pour moi, sans que je le sache. Un geste qui m'a protégée, réchauffée, littéralement. Et c'est en comprenant cela que j'ai décidé de créer cette fondation, pour aider d'autres familles à passer l'hiver dignement. Un murmure a parcouru la salle. Elle a marqué une pause. Puis, lentement, elle a sorti quelque chose d'une boîte en velours sur la table. Mon cœur s'est arrêté. C'était mon manteau gris. Ce manteau, dit-elle en le tenant dans ses mains, m'a été offert bien avant que je ne connaisse mon mari. Par un homme que je ne connaissais pas encore et dont la femme aujourd'hui est ici parmi nous. Un silence. Des têtes se sont tournées vers moi. J'ai eu honte un jour d'avoir ri de ce manteau. J'ai humilié sans le vouloir celle qui m'avait accueillie comme une mère. Et ce soir, devant vous tous, je veux lui dire merci. Et pardon. Elle s'est tournée vers moi. Nos regards se sont croisés. Je n'avais pas bougé. Je sentais simplement mes mains trembler sur mes genoux. Elle a repris. Cette fondation portera le nom de la Maison du Manteau, en mémoire de ce geste. Parce qu'il y a des vêtements qui protègent plus que du froid. Ils protègent la dignité. La salle s'est levée. Des applaudissements, des murmures d'émotion. Certains avaient les larmes aux yeux. Mon fils est venu vers moi, les yeux brillants. « Maman, elle t'a préparé cette surprise depuis des mois. Elle voulait que tu sois là. » Je ne savais plus quoi dire. Tout autour, les visages me regardaient avec bienveillance, comme si, soudain, j'étais visible à nouveau. Claire est descendue de scène, s'est approchée de moi, lentement. Ses talons résonnaient sur le parquet, chaque pas me semblait plus lourd que le précédent. Puis, devant tout le monde, elle s'est mise à genoux. « Pardonne-moi », dit-elle d'une voix étranglée. Ce manteau, c'était une bénédiction. Et moi, j'ai ri de ce que j'aurais dû chérir. J'ai posé ma main sur sa joue. « Lève-toi, ma fille. Ce soir, il n'y a rien à pardonner. » Les flashs des photographes ont crépité. Mais moi, je ne voyais plus que ses yeux. Et, derrière eux, l'écho de mon mari, comme un souffle invisible qui nous unissait à nouveau. Plus tard, après le dîner, elle est venue s'asseoir près de moi. « Vous savez, j'ai retrouvé d'autres lettres de Jacques, » dit-elle doucement. Il tenait un carnet où il notait les gens qui l'aidaient. J'y étais. Et vous aussi. Il écrivait « Elles se rencontreront un jour, et je veux qu'elles s'aiment. » J'ai fermé les yeux. Une larme silencieuse a glissé sur ma joue. « Il avait raison, » ai-je murmuré. Il savait toujours voir plus loin que nous. À la fin de la soirée, Claire a posé le manteau sur mes épaules. « Il te revient, mais je voudrais que tu le laisses à la fondation pour qu'il soit exposé. Comme symbole. » Je l'ai regardé, puis j'ai hoché la tête. « D'accord. Mais promets-moi une chose, Claire. » « Laquelle ? » Qu'aucune femme ne doive plus jamais avoir honte de ce qu'elle porte. Elle m'a serré fort. Et dans ce geste, j'ai senti disparaître des années de silence, de malentendus, de petites blessures. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi sans manteau, mais le cœur plus chaud que jamais. Le lendemain matin, la lumière entrait par la fenêtre de ma cuisine, douce et dorée, comme une main posée sur mon épaule. Je n'avais pas beaucoup dormi. Trop d'émotions, trop de souvenirs qui remontaient comme des bulles à la surface d'une eau longtemps immobile. Le manteau n'était plus là, et pourtant, je sentais encore sa présence, son poids léger sur mes épaules, son odeur de laine et de souvenirs. Il était parti pour une autre vie, suspendu dans une vitrine, quelque part dans la salle d'accueil de la fondation. Mais moi, je n'étais plus la même femme. J'ai versé du café dans ma tasse, lentement, savourant le silence. Il y a des silences qui blessent, et d'autres qui réparent. Celui-là réparait.
Sur la table, il y avait un petit bouquet de fleurs livré le matin même. Une carte accrochée à une tige. « Pour toi, maman. Merci d'avoir toujours gardé le cœur ouvert. » Claire. Je l'ai lu plusieurs fois, cette phrase. Toujours garder le cœur ouvert. Je me suis demandé si c'était vrai. Non, je l'avais fermé parfois. Par peur, par fatigue, par orgueil aussi. Vieillir, c'est apprendre à tenir debout avec moins de certitude. Mais c'est aussi comprendre qu'il est inutile de garder rancune. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une invitation officielle à la cérémonie d'ouverture de la fondation. On inaugurait la salle principale, celle qui porterait le nom de Jacques Martin, bienfaiteur de cœur. J'ai souri en lisant ça. Il aurait détesté qu'on parle de lui ainsi. Il n'aimait pas les hommages, seulement les gestes simples. Quand je suis arrivée sur place, j'ai vu le manteau, suspendu derrière une vitre, éclairé par une lumière douce. Une petite plaque en bas disait « Le manteau gris », symbole de dignité, d'amour et de transmission. Je me suis approchée. Des visiteurs prenèrent des photos. D'autres lisaient l'histoire résumée sur un panneau. Une femme, moquée pour son manteau. Une belle fille qui découvre la vérité. Une réconciliation née d'un vêtement. C'était étrange de lire ma propre vie ainsi, simplifiée, presque romantisée. Claire est venue me rejoindre, vêtue d'un manteau beige cette fois, le sien. Elle s'est tenue à côté de moi, en silence, les mains jointes. « Tu sais, » dit-elle doucement, « depuis cette histoire, je regarde les gens différemment. On ne sait jamais ce qu'ils portent vraiment sur leurs épaules. » J'ai hoché la tête. « Oui, certains portent des manteaux, d'autres des souvenirs. Et parfois, c'est la même chose. » Elle a ri, un rire doux, sincère. Puis elle a ajouté « J'aimerais que tu fasses partie du comité de la fondation. Tu pourrais nous aider à comprendre les besoins des familles âgées, celles qui ont honte de demander. » J'ai souri. « Moi, membre d'un comité? Tu veux me faire travailler à mon âge ?» Elle a pris ma main. Pas travailler, transmettre. Ce mot a résonné dans ma tête toute la journée. Transmettre. Ce n'est pas donner ce qu'on a, mais ce qu'on est. Les mois ont passé. La fondation a grandi. Chaque hiver, des dizaines de familles recevaient des manteaux, des couvertures, des repas chauds. Et chaque fois, Claire m'envoyait une photo, un mot, une pensée. Nous nous voyons souvent désormais. Pas parce qu'il fallait, mais parce qu'on le voulait. Un soir, en décembre, Léa est venue dormir chez moi. Elle avait grandi, toujours curieuse, vive. En fouillant dans un tiroir, elle est tombée sur une vieille photo. Moi, plus jeune, avec Jacques devant la boutique. « C'est papy ?» demanda-t-elle. « Oui, ma chérie. Il sourit comme papa. Et toi, tu portes déjà ton manteau. » J'ai ri. « Eh oui, il m'a suivi longtemps, celui-là. » Elle a réfléchi un instant, puis a dit très sérieusement « Tu sais, mamie, les manteaux, c'est comme les histoires. Si tu les gardes trop longtemps pour toi, ils finissent par sentir le renfermer. » Je l'ai regardée, émue. Les enfants ont cette façon désarmante de dire la vérité sans le savoir. Alors je crois qu'on a bien fait de le prêter, ai-je murmuré. Plus tard dans la soirée, après l'avoir couché, je suis restée un moment près de la fenêtre. La neige tombait doucement, recouvrant le jardin d'un manteau blanc. J'ai souri à cette image. La vie, parfois, a ses propres métaphores. Je repensais à Claire, à Jacques, à tout ce chemin parcouru, à ce rire blessant du début, devenu plus tard une promesse tenue. On dit que le pardon, c'est libérer l'autre. Mais en vérité, c'est surtout se libérer soi-même. J'ai compris que mon mari avait tout prévu, d'une certaine manière. Il savait que son geste, un simple manteau offert, finirait par relier deux femmes qui n'auraient jamais dû se comprendre. Il avait planté une graine dans le froid.
et elle avait fleuri des années plus tard, dans un hiver de réconciliation. Avant d'aller me coucher, j'ai ouvert le tiroir de ma commode. Il restait une vieille étiquette du manteau, décousue, pliée soigneusement. J'ai pris un stylo et j'ai écrit dessus « Pour Léa, quand tu seras grande. N'aie jamais honte de ce que tu portes, ni de qui tu es. » Je l'ai rangé dans une petite boîte, celle où je garde mes souvenirs précieux. Puis j'ai éteint la lumière, apaisée. Dans l'obscurité, j'ai murmuré « Merci, Jacques, pour tout. » Et le silence m'a répondu comme une étreinte.